Alors je suis Mathieu Verdier, je suis développeur chez Sorry Warfrench dans la vie ludique. Et sinon dans la vie normale je suis un super-héros, voilà. T'allais pas le dire ça. Donc c'est Paris 1889, un jeu de Florian Fay, illustré par David Sidbon, qui est notre illustrateur en interne. C'est dans la veine de Greenville 1989 qu'on avait sorti l'année dernière. Au niveau de l'histoire, nos héros de Greenville on se retrouvent 10 ans après dans un bal de promotion. Et ils arpentent de nouveau les sous-sols de Greenville et ils tombent dans un portail et qui les fait revenir en 1889. Un peu là où tout a commencé pour cette histoire de monde un peu parallèle, horrifique et une abomination qui traînait dans Greenville. C'est un peu le leader d'une secte du Cercle Rouge qu'on voit ici. Et ils vont devoir enquêter pour trouver dans Paris des anneaux mystérieux qui permettront d'arrêter ce culte de la bête. Donc on est sur un jeu qui ressemble à Greenville au niveau de la mécanique, c'est-à-dire qu'il y a, comme dans Greenville, un joueur qui sera le guide, qui va révéler des cartes. On reste dans le narratif, on va raconter notre histoire, mais là on est plus dans une dominance enquête que le fait de subir des événements parce qu'on est un enfant. Là on n'est plus en ado, on est plus un adulte, on est plus proactif en fait dans l'histoire, donc on est plus en quête un peu à la Lovecraft. Et donc ça se passe exactement de la même façon, sauf que là quand on trouve sa carte, on va avancer sur la carte de Paris à la recherche d'anneaux. Donc si Brandon trouve sa carte, il va avancer, récupérer un anneau qu'il va mettre dans le coffre à anneaux comme ça. Le jeu se terminant quand on a récupéré tous les anneaux. Dans ce cas-là, on gagne. Ou l'autre façon de terminer le jeu, dans ce cas-là, ce sera une victoire ou une défaite. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque tour, le monstre nous poursuit dans Paris parce qu'il est au courant. Et de temps en temps, quand il arrivera sur des symboles avec un crâne, on va révéler un jeton. Peut-être ça le fera courir encore plus vite. Et si le monstre arrive sur un joueur, ça s'arrête, il a capturé le personnage. Et là, on a une sorte de dernière scène, une sorte de scène finale qui est une ronde finale qui est un peu une sorte de twist par rapport à Greenville. Là, c'est une sorte de combat, on va essayer de libérer notre ami, etc. Et donc, dans ce cas-là, on va faire un tour de jeu normal, sauf qu'on va utiliser les anneaux qu'on a collectés pendant la partie. Imaginons, on a collecté 3 anneaux, ils vont être ici. Donc, on va faire un tour normal, mais le guide va pouvoir utiliser les anneaux pour faire une sorte de zoom sur des détails en particulier. Et après, on va devoir trouver les associations comme d'habitude, sauf qu'il faut faire un perfect. La moindre erreur, on a perdu. Voilà. Et si on fait aucune erreur, c'est l'autre façon de gagner le jeu. Là, tu as un objet, tu as un celui-ci, mais tu en as 4, ce ne sera jamais le même. Voilà, donc là, on a un vortex qui nous permet de retourner dans Greenville et de récupérer un des objets de Greenville, genre un canard, etc. Donc du coup, tu peux réutiliser ta boîte de Greenville si tu veux, ou regarder dans les règles. Alors ça, il y en a 4 en fait. À chaque partie, on ne sait pas lequel il y a aussi. On voulait vraiment, là où dans Greenville, tu sais où ils sont. Là, je trouve ça plus marrant, le côté, on est en enquête, on trouve sur un objet qui peut nous servir. Tu aurais une sorte de gros piège pour ralentir le monstre, une carte de Paris pour aller plus vite, des choses comme ça. Ça s'explique toujours en 3 minutes, c'est immédiat. C'est les joueurs qui font le jeu avec leur capacité d'imagination, leur capacité de délire. Sauf que là où dans Greenville, tu pouvais être plus proche du jeu de rôle, parce que le jeu n'a pas de finalité, tu joues pour te raconter des histoires. Là, tu as une vraie finalité avec un peu l'idée d'une enquête collectée. Tu sais pourquoi tu es là, alors que dans Greenville, tu te retrouvais happé dans un monde parallèle. Là où dans Greenville, tu es plutôt passif dans ton côté roleplay, là tu es plutôt actif dans le roleplay. Donc tu vas pas forcément raconter les mêmes choses que dans Greenville. Là où dans Greenville, tu es dans une ambiance années 80, un peu geek, avec plein de références des années 80. Là, on est plutôt dans un style historique, très réaliste. On a embauché quelqu'un pendant 6 mois qui faisait des recherches, des coupures de journaux, des photos d'époque, pour que David puisse être le plus précis possible. On a cherché les angles de vue qui correspondaient le plus, qui correspondaient à la vraie situation à l'époque. Donc pour les gens qui connaissent Paris, ils auront plein de petits détails. On a aussi des petits détails personnels avec des choses sur nous, ou des petits easter eggs, des petites bêtises, quoi. Gozu X, Gozu X, Gozu 10. Le X représente plusieurs choses, il veut dire 10. C'est une refonte de Gozu qui était sortie il y a 10 ans chez Monster Games. On reste dans l'esprit de Gozu de l'époque, sauf que là on reste sur du 2 joueurs. On est plutôt sur du 2 joueurs et pas 2-4. Avec 8 clans au lieu de 5. C'est un jeu de cartes comme type Magic d'affrontement pour 2 joueurs, donc ça va être très interactif, à base de pioches et d'effets, grosse courbe d'apprentissage. Et en fait, là, l'idée, c'est il y a 8 clans qui ont chacune une mécanique qui correspond à l'univers de Immortal Aid, de Nine. Donc on a gardé les 8 immortels, chacun avec leur pioche, leur mécanique spéciale, qui est résumée à chaque fois sur les tuiles. En début de partie, on va drafter les clans, c'est-à-dire que le premier joueur va en prendre
un, l'autre joueur va en prendre 2, puis je reprends 2 et toi t'en prends 1. Et on mélange nos cartes, on a 15 cartes à chaque fois, donc on a un deck de 45 cartes, et les 2 qui ne sont pas choisis vont donner un pouvoir permanent pour la partie, pour tout le monde, pour les 2 joueurs. Ce qui fait que même ceux qui ne sont pas là influencent le jeu. Voilà. Et de l'autre côté, les tuiles, c'est un résumé des mécaniques et des forces et des faiblesses du clan. Et ensuite, c'est le même type que Gozu, on va construire notre jeu sur un tableau de 3 x 5 cartes maximum. Donc il y a 3 niveaux de cartes, les niveaux 1, les niveaux 2, les niveaux 3. Si tu veux jouer un niveau 1, c'est plus ou moins libre. Si tu veux jouer un niveau 2, il faut un niveau 1 à la base. Donc il y a tout un système d'économie de cartes, de pouvoir, de combos. Le Gozu de base, il fallait gagner en 3 manches gagnantes, là il faudra jouer en 2 manches gagnantes, c'est pour aller plus vite, pour faire des parties plus dynamiques, plus rapides. Quand les 2 joueurs ont passé, on regarde le joueur dont le tableau a le plus de force, il va gagner un jeton suprématie qui est un jeton de victoire simplement. Le but étant d'en avoir 2. Au début de chaque manche, on va refaire notre main à cette carte, là où dans Gozu on ne refaisait pas sa main, là ça permet vraiment de redynamiser. Le vainqueur doit détruire la moitié de son tableau, arrondi au supérieur, le vaincu aussi, mais en général il a moins de cartes. C'est vrai que ça donne des vrais choix et ça cycle bien. On a un deck à nous, on ne pioche pas dans un deck commun. Il y a aussi d'autres conditions de victoire alternatives. On a, comme dans Gozu, 2 champs d'activation au début de la partie. Mais il y a dans chaque plan une carte qui permet d'en gagner un, mais sous des conditions très complexes, enfin très difficiles. Et quand tu arrives à 5 jetons, tu gagnes aussi la partie. Et il y a aussi quelques autres conditions un peu plus rares sur les cartes, comme il y avait dans Gozu, des conditions très compliquées à faire, mais qui agissent comme une épée de Damoclès ou influencent ton adversaire. Et il y a aussi le draft important, parce que si je prends celui-ci qui va être plutôt destruction, capture, très violent, il faut peut-être prendre de quoi se protéger ou libérer nos cartes avec celui-là en réaction. Le fait de ne pas drafter 2 clans, ça permet aussi des choses dans le jeu. Okay, ce sera jamais la même chose, des choses très, très particulières à chaque fois. Donc par exemple celui-ci, si on ne le choisit pas, à la fin d'un combat, quand tous les joueurs ont passé, on compte la force, etc. Donc à la fin de la bataille, et là on détruit tous nos niveaux 3 tous les 2. Donc si on le laisse, on sait qu'on perd tous nos niveaux 3 déjà. Donc c'est plus, tu sais déjà que tes cartes les plus fortes ne vont pas durer plus qu'une manche, etc. Par contre, si tu laisses Tomorrow en jeu, on joue avec le dessus du deck révélé, grosso modo. Tu sais que tu connais la première carte de ton adversaire et moi je connais ta première carte. Pour Déméter, on va sortir une feuille gratuite sur notre site. Donc c'est une variation de la feuille de base qui change vraiment, qui casse un peu les habitudes que je commençais à voir, les joueurs commençaient à prendre certaines habitudes. Donc du coup je les ai cassés exprès pour montrer comment on peut jouer différemment en jeu. Et on va aussi faire une extension, c'est-à-dire une payante. Il y aura 2 feuilles dedans, avec du matériel un petit peu aussi. Ça va fondamentalement changer le jeu. On va sortir un Eurogame un peu avant l'été prochain, si on a fini ou pas, mais c'est un gros jeu. C'est mon influence néfaste sur le studio. On va faire une extension pour Ganymède, aussi une deuxième pour qu'elle puisse rentrer totalement dans la boîte. Vous pourrez jouer au Poupée Russe avec Ganymède, vous aurez Moon et la suivante. Je ne peux pas encore dire, mais ça va être surprenant. On va prendre un tour à 180 degrés sur le gameplay. Un mot de la fin ? Oui, pulpe.